Bonjour à tous et bienvenue dans Fréquence Positive pour notre segment Décryptage, on en parle. Aujourd'hui, on met littéralement en lumière une approche fascinante de la médecine régénérative, la photobiomodulation, souvent appelée LLLT. Salut à tous. Et ouais, c'est un sujet absolument passionnant qu'on a sur la table aujourd'hui. Oh que oui. Pendant longtemps, on a vraiment cru que la lumière en médecine, ça servait uniquement à chauffer, couper ou brûler des tissus. Mais la biophysique moderne nous montre que notre corps interagit avec la lumière froide, rouge et infrarouge, un peu comme une plante fait sa photosynthèse en fait. Exactement ça. Ça remet en question tellement de vieux dogmes médicaux, c'est dingue. Complètement. Et la question centrale de notre exploration, c'est comment de simples particules de lumière arrivent-elles à recharger nos mitochondries, à calmer nos cellules zombies et à protéger nos télomères, le tout sans aucune chaleur. C'est tout la magie de la mécanique quantique cellulaire. Et on va décortiquer tout ça aujourd'hui. Parce que franchement, la personne qui nous a confié ces recherches a fait un travail d'investigation impressionnant. On a une pile de sources devant nous, des méta-analyses ultra pointues, des documents de biophysique super denses et même des essais cliniques parus dans Nature ou The Lancet. C'est du très lourd. La validation scientifique est là. Ouais. Bon, on a des consignes strictes pour ce décryptage. On ne va pas faire de longs historiques sur la découverte des lasers ou ce genre de trucs. On plonge directement dans la biologie. Allez, direct dans le vif du sujet, à l'échelle de l'infiniment petit. Justement, si on prend le premier grand mécanisme décrit dans nos sources, on doit changer d'échelle. Faut imaginer la cellule humaine, non pas comme une petite bulle d'eau, mais comme une ville. Une métropole géante et hyper complexe. Avec ses propres infrastructures, ses routes, ses usines. Voilà. Et dans cette ville, les mitochondries, ce sont nos centrales électriques. C'est l'infrastructure critique par excellence et la seule monnaie que ces centrales produisent, l'énergie pure qui fait tourner toute la ville, c'est l'ATP, l'adénosine triphosphate. Sans ATP, la ville s'éteint. Blackout total. Irrémédiablement, oui. Et le truc, c'est qu'avec le stress chronique, la fatigue ou tout simplement le vieillissement, cette production d'ATP commence à sérieusement dérailler. Il y a un grain de sable dans l'engrenage. Un énorme bouchon plutôt. Les études identifient un coupable majeur, c'est l'oxyde nitrique, le NO. Le fameux NO. J'ai lu ça dans les notes. En gros, dans notre centrale électrique, on a une enzyme hyper importante à la toute fin de la chaîne de montage, la cytochrome C-oxydase, ou CCO. Exactement. Et en temps normal, c'est une molécule d'oxygène qui doit venir s'emboîter sur cette CCO pour déclencher la libération de l'énergie. Sauf que le stress produit plein d'oxyde nitrique. Et ce NO vient littéralement usurper la place de l'oxygène. Il s'installe sur l'enzyme et il bloque tout. Il agit comme un frein à main serré à fond sur la turbine. Donc la cellule s'asphyxie de l'intérieur, même si la personne respire très bien et qu'il y a de l'oxygène dans le sang. C'est ce qu'on appelle une hypoxie tissulaire localisée. C'est redoutable. Et c'est là, précisément là, que la mécanique quantique de la lumière rouge entre en piste. Parce que cette enzyme, la CCO, elle contient des atomes de cuivre. Des centres métalliques, ouais. Et les biophysiciens expliquent que la configuration de ces atomes de cuivre est parfaitement calibrée pour capter les photons de lumière rouge. La lumière agit comme une clé physique. Quand le photon rouge frappe l'atome de cuivre, il lui transfère toute son énergie. Ça crée une excitation électronique soudaine. Une petite vibration quantique. C'est ça. Et l'impact est tellement précis que le bouchon d'oxyde nitrique est éjecté violemment. Comme un coup de pied de biche. On appelle ça la photodissociation. Le frein à main saute et dans la milliseconde qui suit, l'oxygène reprend sa place. La chaîne redémarre instantanément. La production d'ATP remonte en flèche, de manière quasi exponentielle. C'est un tsunami d'énergie fraîche qui inonde la cellule épuisée. Un vrai redémarrage système. Et c'est brillant. Mais alors, il y a un élément dans la pile de documents qui m'a fait bugger. Un vrai paradoxe. Tu penses au pic de Ross. Exactement. Les espèces réactives de l'oxygène. Les radicaux libres. En relançant la turbine à fond, la lumière provoque l'apparition d'un petit pic de radicaux libres. C'est un dommage collatéral du redémarrage, oui. Sauf que toute l'industrie anti-âge nous rabâche depuis des décennies que les radicaux libres, c'est l'ennemi. C'est le stress oxydatif, ça fait rouiller nos cellules, ça accélère le vieillissement. Comment on peut justifier qu'une thérapie régénérative crée délibérément des radicaux libres ?
Je comprends que ça paraisse contre-intuitif, mais la réponse se trouve dans un concept biologique génial, la loi de l'hormèse. L'hormèse? La biologie moderne montre que ce tout petit pic généré sur un temps très court n'est pas destructeur. Il agit comme un messager de première ligne. C'est ce qu'on appelle un eustress, un bon stress. Un peu comme la courbature après un bon entraînement. La comparaison est parfaite. La signature biochimique de ce petit stress photonique est presque identique à celle d'un exercice physique de très haute intensité. Donc la cellule ne voit pas ça comme une attaque mortelle, mais comme une micro-alerte, un exercice incendie. Tout à fait. Et face à cette alerte, elle sort le grand jeu. Le signal réveille une protéine de survie majeure qui s'appelle NRF2. J'ai vu ça, NRF2, qui dormait tranquillement dans le cytoplasme. Dès que l'alarme sonne, NRF2 se détache et voyage en urgence vers le noyau de l'ADN. Et là, il donne un ordre de mobilisation générale. Un ordre pour faire quoi, concrètement? Pour synthétiser notre propre pharmacopée antioxydante, la cellule se met à fabriquer des quantités massives de ses propres enzymes de défense, comme la superoxyde dismutase, la fameuse SOD. Ah, donc on ne lui donne pas des antioxydants de l'extérieur, on la force à forger sa propre armure de l'intérieur. C'est de l'auto-guérison pure. C'est redoutablement efficace. Mais attention, les documents sont très clairs sur une mise en garde cruciale ici. La fameuse loi d'Arne-Schultz, la dose fait le remède. Exactement. C'est une courbe en cloche inversée. Si tu mets trop peu de lumière, l'énergie n'est pas suffisante pour faire sauter le bouchon de Hainaut. Il ne se passe rien. Et si on augmente la puissance? Entre 2 et 10 joules par centimètre carré, on atteint le sommet de la cloche. C'est la zone dorée. L'ATP abonde, le NRF2 est activé, la réparation est optimale. Mais le piège cognitif, c'est de se dire que si 10 joules c'est génial, 50 joules vont faire des miracles. Et là, c'est l'effondrement biochimique. Si on sature la cellule de lumière, le petit signal d'alarme dont on parlait se transforme en un véritable tsunami oxydatif. Le système de l'hormèse est noyé. Submergé, l'effet s'inverse. La lumière devient inhibitrice, paralyse la respiration et bloque la régénération. Plus n'est pas mieux, faut beaucoup de douceur. C'est de la biostimulation douce par définition. Et cette approche par la douceur, on la retrouve parfaitement dans le troisième mécanisme majeur détaillé dans les revues comme Nature, face à un fléau de la géroscience moderne, le fameux inflammaging. Ah oui, l'inflammation chronique de bas grade. Ce feu couvant et silencieux qui s'infiltre avec l'âge et détruit les tissus sans provoquer de douleur immédiate. Et les grands architectes de ce feu, ce sont des cellules qu'on qualifie ouvertement de cellules zombies. Les cellules sénescentes. En gros, quand une cellule normale subit trop de dommages ADN, elle est censée déclencher son autodestruction, l'apoptose. Pour laisser la place aux jeunes. Voilà. Sauf que certaines cellules blessées refusent de mourir. Elles s'arrêtent de se diviser, mais elles s'accrochent au tissu. Ce sont de vrais zombies. Et c'est pas juste qu'elles encombrent l'espace, elles sont hyper toxiques. Elles recrachent un nuage de pollution biochimique en permanence. Les sources parlent du SASP. Le phénotype sécrétoire associé à la sénescence. C'est un cocktail dévastateur de cytokines inflammatoires qui vient carrément dégrader le collagène autour. Et pire, ça contamine les cellules saines voisines. Ça propage l'incendie de l'inflammaging. C'est pour ça que l'industrie pharma a cherché à créer des médicaments sénolytiques pour traquer et tuer ces cellules zombies. Mais la beauté de la méthode lumineuse, c'est qu'elle ne cherche pas à les assassiner. Les études utilisent le terme sénomorphique. C'est une méthode d'apaisement. La lumière pénètre la cellule zombie et va bloquer le véritable chef d'orchestre de toute cette inflammation. Le complexe NF-κB. Exactement. Sans les ordres de NF-κB, la cellule zombie arrête de sécréter son brouillard toxique. On calme la situation de l'intérieur. On leur coupe le micro. Et ce simple apaisement va modifier tout le comportement de notre système immunitaire local. Oui, les macrophages, qui sont les éboueurs cellulaires, sentent que la tension redescend. Et ils réagissent comment? Ils vont basculer d'un mode destructeur, le mode M1, qui cause des dommages collatéraux, vers un mode M2, Un mode constructif. totalement pacifique. Ils nettoient en douceur et stimulent la synthèse de nouveaux collagènes pour réparer les tissus. La lumière réorchestre la réponse immunitaire. C'est de l'art à ce niveau-là. Mais franchement, en continuant à explorer la pile de recherche, on arrive à la partie qui m'a le plus sidéré. La quatrième partie de notre analyse. L'impact de la lumière infrarouge sur l'ADN lui-même. Sur l'horloge génétique, oui, nos fameux télomères. Ces longues séquences d'ADN qui protègent les extrémités de nos chromosomes. L'analogie incontournable ici, ce sont les bouts en plastique à l'extrémité des lacets de chaussures.
C'est tellement parlant. À chaque fois que la cellule se divise, le bout en plastique s'use. Et quand il disparaît, le lacet s'effiloche et la cellule bascule en sénescence. Elle devient un zombie. Or, ce que les chercheurs ont découvert, c'est que la cascade énergétique déclenchée par la lumière rouge va interagir de très près avec notre génome. Grâce à cette énorme vague d'ATP du départ. Voilà, cette énergie va activer une enzyme star dans les recherches sur la longévité, l'enzyme SIRT1. Les sirtuines, je vois ça partout dans les papiers sur le jeûne intermittent ou la restriction calorique. La voie métabolique de la survie, exactement. L'irradiation infrarouge est un activateur massif de la voie SIRT1. Et cette enzyme va avoir un rôle crucial dans le noyau. Elle va stabiliser le bouclier protéique naturel de nos chromosomes. Le bouclier sheltérine. Son nom veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est un abri. Il s'enroule autour des télomères pour les protéger des agressions enzymatiques. Donc, si on reprend l'image, la lumière rouge active l'enzyme SIRT1 qui vient littéralement appliquer une couche de vernis blindé sur le petit embout en plastique de nos lacets génétiques. C'est ça, les études in vitro sont formelles. Même face à un stress oxydatif très sévère, l'exposition à des doses douces de lumière freine drastiquement l'effilochage des télomères. L'information du photon devient un bouclier direct pour notre ADN. Ça repousse le moment où la cellule devient sénescente. C'est pour ça que c'est une véritable thérapie de longévité cellulaire. Mais tout ça nous amène forcément à la grande question de conclusion. La sécurité. Parce que manipuler l'ADN, relancer les centrales électriques à fond, calmer l'immunité, ça pourrait faire peur. C'est totalement légitime, surtout quand on pense au laser. Bah oui, les lasers chirurgicaux ou dermatologiques qu'on connaît, leur principe c'est l'effet photothermique. Ils utilisent la brûlure contrôlée, on chauffe l'eau des tissus à plus de 60 degrés, on détruit le collagène existant pour forcer le corps à cicatriser par un processus de fibrose en urgence. On crée un traumatisme pour guérir. Mais là, le mot d'ordre des essais cliniques sur la photobiomodulation, c'est que c'est une thérapie athermique. Strictement athermique, il n'y a aucune chaleur générée. Zéro chaleur. Zéro. La densité de puissance est volontairement gardée trop faible pour exciter l'eau des cellules. La conversation se fait uniquement par des moyens photochimiques entre le photon et l'enzyme de cuivre. Donc aucun risque de brûlure, de nécrose ou de destruction de l'architecture de la cellule. L'innocuité est totale quand on respecte la dosimétrie. Justement, ça m'amène à une réflexion finale assez provocatrice pour tous ceux qui nous écoutent. Je t'écoute. Si la science nous prouve aujourd'hui, noir sur blanc, que notre organisme a un besoin physiologique fondamental de photosynthétiser ces fréquences lumineuses pour maintenir la santé de notre ADN et de nos mitochondries, qu'est-ce que ça dit de notre mode de vie actuel? Qu'on vit totalement à l'envers. On passe nos journées enfermés dans des bureaux, sous des néons froids, fixés sur des écrans qui crachent un spectre bleu omniprésent, en nous coupant totalement du signal infrarouge du soleil. C'est un décalage évolutif massif. Ne serions-nous pas en train de nous imposer une véritable carence lumineuse chronique, une forme de malnutrition photonique silencieuse qui accélère de manière invisible notre propre vieillissement cellulaire? C'est une question vertigineuse. On a toujours pensé à la malnutrition en termes de nourriture, mais il faut peut-être penser à l'alimentation lumineuse. Une réflexion fondamentale sur notre lien biologique à la lumière a creusé bien au-delà de cette analyse. Un immense merci d'avoir décortiqué cette montagne de science avec nous aujourd'hui. C'était un régal de plonger là-dedans. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée passionnante sur Fréquence Positive.